Non-paiement des salaires des prêtres par la collectivité sans compensation, c'était le propos du président de la CTG ce matin. Aux côtés de l'ancien président du département, il a plaidé face au Conseil constitutionnel avant de rencontrer la ministre des Outre-mer. Reportage à suivre. Ils sont 18 sur la ligne de départ pour 2 sièges. Les candidats aux législatives auront la parole chaque soir dans votre journal. Pour démarrer ce soir, le candidat de la 2e circonscription, Richard Joigny, précise ses objectifs pour la Guyane. Entretien à suivre. Et puis nous verrons l'initiative de l'association Sport pour tous. Elle a entamé hier une traversée de la Guyane pour proposer des formations d'animateurs sportifs. Aujourd'hui, la séance s'est tenue à Cayenne. Reportage dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. La charge avait été transférée à la collectivité territoriale après la disparition du département. Rodolphe Alexandre et Alain Tianyong ont dénoncé cette exception guyanaise au Conseil constitutionnel ce matin. Le président de la CTG et l'ancien président du Conseil général ont plaidé d'une même voix contre le financement du clergé catholique sur fonds public. Rodolphe Alexandre s'est ensuite rendu au ministère des Outre-mer pour rencontrer la ministre nouvellement nommée. Occasion d'entamer ensemble le travail pour le territoire. Une journée marathon suivie par Stéphane Alexandrescu. Journée chargée à Paris pour le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Premier acte de la journée, ce matin au Conseil constitutionnel avec l'avocat de la CTG qui plaidait pour que l'Église catholique guyanaise respecte la loi de 1905 concernant la séparation de l'Église et de l'État et pour que les prêtres ne soient plus à la charge du budget de la CTG. Maintenant, si nous perdons ce recours, eh bien, on va retourner au tribunal administratif, voire au Conseil d'État. C'est pas un principe, on va dire, contre l'État. C'est un principe, on va dire, républicain, laïque, pour que la loi reconnaisse qu'il y a un anachronisme en Guyane dans le cadre de la Constitution, d'ailleurs, de 1946. Puisque je rappelle que la loi de 1905, qui fait la séparation entre l'État et l'Église, n'a pas été appliquée en Guyane. Je rappelle que le décret de 1900 sur la fiscalité, c'est lui qui impose aujourd'hui à la CTG, hier au département, à payer les prêtres. Donc, autant d'éléments qui sont obsolètes. Deuxième acte de la journée, une rencontre avec la nouvelle ministre des Outre-mer, Madame Annick Girardin, pour qui la Guyane est un sujet prioritaire. On s'est dit qu'il fallait mettre en place un calendrier où avec les parlementaires, le président des maires, le collectif, on puisse se rencontrer, mettre en place la thématique et ensuite mettre en place véritablement les débats qui vont permettre de dérouler le plan d'urgence. Entre-temps, directive sera donnée à monsieur le préfet pour mettre en place le comité local, certainement après les élections législatives, et ça je crois que tout le monde peut le comprendre, et puis on mettra en place les éléments permettant donc à la Guyane d'obtenir la revendication qui a été actée par un protocole. Mais au-delà, il est important, comme elle le souhaitait, que nous puissions nous rencontrer sur des sujets qui sont actuellement prégnants. Je parle du décret pétrolier qui est en ce moment au Conseil d'État et qui devra donc très prochainement être promulgué. Je parle des permis notamment de Total sur le offshore, notamment pour Guyane maritime. Nous avons abordé très rapidement le dossier du programme pluriannuel de l'énergie avec toutes les déclinaisons en matière d'investissement. On a pu débattre également sur la défiscalisation, les crédits d'impôt, des éléments qui sont pour nous récurrents en termes de retour fiscal, en termes d'investissement sur le territoire, attractif pour le milieu industriel. Nous avons abordé également la question du mémorandum par rapport à l'Europe, puisque vous savez que la Guyane et les ultramarins ont obtenu donc la révision sur la flotte de pêche actuelle, sa modernisation. C'est la Guyane qui occupe donc la présidence donc des CPRUP. Et puis on a débattu des assises que l'État va organiser sur l'ensemble des régions ultramarines. Non, c'était un débat très très ouvert, très fructueux, amical. La campagne pour les élections législatives a été lancée hier. Déjà, un retrait est à signaler, celui d'Arlette Feuillet, candidate de l'Union populaire républicaine dans la première circonscription. Jusqu'au premier tour, le 10 juin prochain, ATV Guyane vous propose un entretien avec chaque candidat dans vos éditions de 19h. Et nous démarrons ce soir avec le représentant du Parti progressiste guyanais, Richard Joigny. Il se présente dans la 2e circonscription et compte porter les accords de Guyane à l'Assemblée nationale. Il est interrogé par Caroline Alcide.
Je me présente déjà, c'est la continuité parce que j'ai un long passé de militant syndical, notamment au niveau de syndicats étudiants et puis aussi des syndicats professionnels. Et c'est vrai que je me suis engagé en politique en 2015 et donc là c'est la continuité de mon engagement politique. Nous voulons changer la société et nous pensons que la première étape pour changer la société sont les élections législatives. On constate que la société est en train de se déliter, nous allons droit dans le mur, on l'a vu, 40 000 personnes qui sortent dans la rue pour manifester, c'est qu'on a un gros problème au niveau dans notre société. Premier point qui est fondamental, c'est l'effectivité des accords de Guyane, qu'ils soient respectés, et ensuite la mise en place du plan de convergence pour la Guyane, mais dans des délais express. Ensuite, nous avons le pouvoir de révocation aux élus, qui est le pouvoir de révocation des élus, qui est vraiment une mesure qui nous tient très à cœur, et beaucoup de mesures ensuite sur la culture, la tradition, mais surtout, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est montrer qu'un député, c'est surtout le représentant du peuple. Donc c'est le premier échelon, c'est celui qui est à côté du peuple et qui amène tous les combats pour vivre mieux pour la population guyanaise. Donc rassembler tout le monde pour faire le point sur les accords de Guyane, parce que c'est vrai que ça va être la première mesure vraiment que je veux amener à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse savoir qu'il y a une forte demande de la Guyane et qu'on a besoin de mettre en place ce plan de convergence. C'est l'une des conséquences directes du mouvement social de mars et avril dernier. Les entreprises observent environ un mois de perte sur leur chiffre d'affaires. En tout, près de 2000 structures ont ainsi fait le recours au chômage partiel, invoquant une circonstance à caractère exceptionnel. Le dispositif proposé par la DIECT permet d'éviter les licenciements, mais ne résout pas tous les problèmes. Exemple dans une auto-école de Matoury, avec ce reportage signé Natacha Maltaverne. Comme de nombreux chefs d'entreprise, ce gérant d'auto-école a dû recourir à l'activité partielle. Du 23 mars au 30 avril, l'ensemble de ses salariés, 9, ont été mis au chômage partiel. Et après cette période, il a fallu trouver une autre solution. Le 30 avril, j'étais obligé de faire une réunion avec eux, de discuter avec eux, de voir comment on va faire pour s'en sortir de cette marade. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On a voir les gens qui ont des congés, on demande de prendre des peu de congés, d'essayer d'arranger les choses et puis... Là, moi, je prends une décision avec eux, je vais rendre quelques voitures. Je suis obligé de rendre quelques voitures. Et on va essayer de voir, peut-être je vais rendre 2. Et sur 8, je vais rendre 2. Et puis, je vais essayer de travailler, de faire 2 personnes travailler sur une voiture. Sur une voiture, pour voir. Et ça va poser un petit problème parce qu'il y a des kilomètres à respecter aussi. Il y a tout ça. Il faut jongler. Depuis le 30 avril, 4 des 9 salariés sont toujours en congé. L'entreprise n'était pas spécialement en difficulté avant le conflit social, mais la paralysie durant 5 semaines a eu un impact sur ses finances. Je suis dans une zone de turbulence, financièrement. Mais moi qui me connais, je vais essayer de travailler pour monter. Et on va travailler pour monter parce que déjà, à partir du moment que vous avez des bons collaborateurs, qui comprennent, on discute, on trouve des solutions. Déjà, c'est une solution que je vais prendre là. Concernant les véhicules, que je vais rendre 2 véhicules, c'est une solution qui peut arranger les choses. Qu'on va travailler sur 2 personnes sur un véhicule, on va essayer de trouver des solutions et puis je vais travailler plus pour gagner moins, comme disent. Ce gérant estime qu'il lui faudra 1 an pour remettre son auto-école à flot. L'Europe est à l'honneur en ce mois de mai. Comme le veut la tradition, la période met en lumière les projets qui ont pu voir le jour grâce au financement européen. C'est le cas de cette société spécialisée dans l'agrotransformation de l'orange en Guadeloupe. Visite guidée avec Moïse Dexter et Patrick Curie. Un rêve d'enfant devenu une passion d'adulte, tout en préservant le secret familial. Depuis tout jeune, on allait aider les parents dans les plantations. Mon père faisait de la banane et l'orange, le café. Alors nous, on n'avait pas pendant l'année, on allait cueillir, on allait transporter les bananes, on allait transporter l'orange, on faisait tout ça. De la balade familiale en montagne est née l'unité d'agrotransformation de l'orange. On fait l'orange cristallisée, on fait la pâte de fruits, on fait le sirop d'orange. Tous nos produits sont sans conservateur. On fait aussi la confiture d'orange avec la pulpe. On fait aussi avec l'orange entière, on fait un digestif, le 40-40. On fait aussi avec la pulpe, on fait aussi une sauce à base d'orange et de gingembre. On fait aussi maintenant, on fait l'orange confit enrobé de chocolat et de manioc, qu'on appelle le maniocaro. Au sein de l'Assofruit, l'association de producteurs d'agrumes, des techniciens assistent ceux qui souhaitent bénéficier des fonds européens. L'Europe nous a permis de franchir un autre cap
pour vraiment finaliser les choses, parce qu'on faisait les foires, mais tout le monde nous demandait, ouais, on veut visiter votre atelier. L'Europe nous a permis de vraiment développer la structure. Après avoir développé des produits à base d'orange, ils veulent réaliser un jardin créole et construire un musée. Là encore, ils espèrent beaucoup de l'Europe. Au Gros Morne, en Martinique, c'est sous forme de l'Assotet que le public a été invité à commémorer l'abolition de l'esclavage hier. Une formule choisie par les associations l'Assotet et l'Aqua. Environ 50 personnes ont répondu à l'appel du coup de main en musique. Alizé Lutran et Guillaume Bacoul y étaient. Regardez. Les premiers coups de bêche sont donnés au son des tibois et des tambours. Un travail solidaire qui réunit aujourd'hui toutes les générations sur les traces des premiers hommes libres. C'est cette terre, en 1848, qui a permis aux esclaves libérés d'accéder à la propriété. Le lien fort, c'est la notion d'unité. La notion d'unité qui veut que les gens, à l'époque, les premiers libres, se sont organisés en société l'Assotet pour pouvoir travailler la terre et pour faire exister la société, pour faire exister la famille. Donc aujourd'hui, nous reprenons ce même concept le 22 mai, date symbolique, donc pour commémorer, pas fêter le 22 mai, mais commémorer et se dire, Romain a fait ça, nous a permis de nous libérer. La date anniversaire de l'abolition de l'esclavage était l'occasion pour certains parents de transmettre la tradition à leurs enfants, comme cette mère venue avec sa fille. C'est question qu'elle soit informée de ce qui se passe, quoi. Effectivement, c'est peut-être pas assez fréquent, ou alors ça se fait dans des petits regroupements isolés. Donc c'est d'autant le moyen de faire connaître et qu'elle s'imprègne de ça. Après 2 heures d'efforts, plus de 200 mètres carrés de terrain ont été labourés. Et les participants ont souhaité marquer de leur empreinte le sillon laissé par leurs ancêtres esclaves. Ça nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup d'orgueil, et puis surtout pour les gens qui sont autour de nous. C'est une façon de nourrir nos ancêtres et puis de marquer le jour et puis la fête. On est en pleine communion avec nos ancêtres, puisqu'on reproduit ce qu'ils faisaient avant, avec un peu plus d'entrain. Tandis qu'un événement normal, tu regardes, tu participes pas trop, à part pour les marches, mais sinon là, tu participes vraiment, on est ensemble. Et pour que la commémoration de ce 22 mai soit complète, un repas traditionnel a conclu cette journée, au cours de laquelle personne ici ne souhaitait être simple spectateur. Après la date nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, le 10 mai, ce 23 mai marque la première journée nationale de commémoration des victimes de l'esclavage. Inscrite dans la loi depuis cette année, elle a pour but de rendre hommage aux esclaves eux-mêmes. C'était une revendication du comité de la marche de 1998. Il a proposé aujourd'hui une série de manifestations en région parisienne et ce matin, une cérémonie officielle s'est tenue en présence de la nouvelle ministre des Outre-mer, Éric Dupuis. Première journée de commémoration nationale et première sortie officielle. Par sa présence, la ministre des Outre-mer a donné une dimension nouvelle à la symbolique du 23 mai, car désormais cette mémoire des victimes de l'esclavage est reconnue par l'État. C'est important pour moi, cette histoire, l'Outre-mer est attachée à cette histoire, est attachée à ce que cette histoire soit connue, mieux connue de l'ensemble de la France, mais aussi le lien avec l'international. Et être là aujourd'hui, c'est aussi dire que nous avons un travail encore à mener. Un travail à mener et notamment celui de la réconciliation. C'est en tout cas la volonté du CM98 qui a créé sa propre fondation en partenariat avec certains béquets comme Bernard Ayotte et Éric Delucy. Moi, descendant de colons, j'ai compris que nous, qui n'avons pas été placés par l'histoire dans la même position que les esclaves, nous avions un rôle important à jouer. Mais le 23 mai, c'est surtout une fête populaire célébrée depuis 19 ans. Et comme chaque année, ils sont nombreux à venir chercher une trace de leurs aïeux dans les archives recueillies par le CM98. Vous avez trouvé quelque chose ? J'ai cherché au nom de maman, j'ai pas trouvé, mais là je suis étonné parce que j'ai bien trouvé le nom de mon père. C'est quelque chose qui est assez émouvant quand même, c'est assez significatif pour moi. Pour moi, je peux mettre déjà un prénom sur un nom, un prénom, un âge également. Sandy, elle, n'est pas venue dans cette optique. En cherchant d'autres noms, elle est tombée sur le sien par hasard. Là, j'ai retrouvé mon nom de famille que j'ai actuellement, qui est du côté Carbet, le Char. Voilà. Et je suis surprise.
Pour sa première journée officielle, le 23 mai a accueilli environ 1000 personnes place de la République. Mais l'année prochaine, ce sera les 170 ans de l'abolition de l'esclavage, alors ils comptent bien marquer le coup et ils espèrent une plus forte mobilisation, populaire, mais surtout politique. Retour chez nous, je vous le disais en titre, la caravane du sport est à l'assaut de la Guyane depuis hier. Elle passe dans les communes pour présenter le métier d'animateur sportif aux jeunes et leur proposer une formation d'1 an. Quelques critères à respecter: être majeur, sportif, responsable, organisé, avoir le sens du partage. Un profil pour une vingtaine de places. Ce matin, c'est à Cayenne qu'elle faisait escale. Charlotte Fleury a suivi la session. Regardez. Ce matin, quelques jeunes sportifs curieux assistaient à la présentation de la formation du comité Sport pour tous. Objectif, en apprendre davantage sur le métier d'animateur sportif. Parmi ces jeunes curieux, il y avait Stone, 20 ans, qui pratique du basketball en club. Je voulais me renseigner, on m'a montré une brochure me montrant qu'il y avait cet événement quoi, et je voulais avoir plus d'informations à propos du sport pour tous, le métier d'animateur sportif. Et ouais, en fait, ça me plaît bien de faire surtout parce que j'aime le sport et puis transmettre cette passion, c'est quelque chose que j'aime faire, quoi. Le comité Sport pour tous propose une formation sur 1 an ouverte à une vingtaine de personnes. Ce matin, la présentation de la formation s'est faite en 2 temps, de la pratique, puis des discussions autour du métier. L'idée, c'est de bien comprendre tout ce qu'est le métier et de repérer et d'orienter des jeunes qui pourraient rentrer sur un parcours de formation. Donc, sachant que la formation va démarrer en septembre 2017 jusqu'en juin 2018, que quand ils s'engagent dans la formation, ils prennent bien conscience de ce qu'est le métier, la réalité du métier et le parcours de formation aussi, qui va être un parcours un petit peu particulier puisqu'il va être en itinérance sur le territoire. Notre objectif, c'est de former un animateur par commune de Guyane. On sait que le sport a un intérêt, non seulement pour la santé, pour le vivre ensemble, pour l'épanouissement personnel, pour l'éducation, prévenir des problèmes de délinquance, d'oisiveté. Un stagiaire en fin de cursus était également présent pour échanger et conseiller ces jeunes sur cette formation. C'est une très bonne formation, hein. C'est un moyen aussi de pouvoir avoir un diplôme et d'être préparé dans le métier de l'animation afin d'être au mieux avec les jeunes, de les encadrer au mieux. Donc moi je suis entré en formation en février et là je suis à la fin de la formation. Ça permet de partager ensuite ce que les vécus là, depuis février jusqu'à maintenant, comment ça se passe, comment ça s'est passé. Comment est-ce que c'est sport pour tous, pour moi personnellement, c'est important. La semaine prochaine, la caravane Sport pour tous poursuivra sa route jusqu'à Régina, Saint-Georges-de-l'Oyapock, Montsinéry, Sinamary ou encore Awala. C'est la fin de cette édition. À retenir de ce journal, non au paiement des salaires des prêtres par la collectivité sans compensation. C'était le propos du président de la CTG ce matin. Aux côtés de l'ancien président du département, il a plaidé face au Conseil constitutionnel avant de rencontrer la ministre des Outre-mer. Ils sont 18 sur la ligne de départ pour 2 sièges. Les candidats aux législatives auront la parole chaque soir dans votre journal. Pour démarrer ce soir, nous avons rencontré le candidat de la 2e circonscription, Richard Joigny. Il a précisé sa vision pour le territoire. Et puis nous avons vu cette initiative de l'association Sport pour tous. Elle a entamé hier une traversée de la Guyane pour proposer des formations d'animateurs sportifs. Les critères sont simples, mais les places sont réduites. Les jeunes sont invités à suivre la caravane. Quant à nous, on se retrouve demain soir. Mais tout de suite, retrouvez le journal de TF1. Ce sera juste après la météo. Passez une excellente soirée. À demain.